Bonsoir Christian Estrosi. Bonsoir. Vous êtes député maire UMP de Nice, ancien ministre de l'Industrie. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV pour parler entre autres de cette grande discussion autour du Made in France, de produire français, de l'acheter français, tout ça étant un petit peu différent. Mais moi ce qui me frappe quand même, c'est est-ce que c'est pas un repli sur soi de reparler de ce slogan des années 70 du Parti communiste? Écoutez, c'est ce qu'on me disait il y a 2 ans de cela, lorsque j'agissais et qu'après avoir perdu 600 000 emplois industriels, eh bien, nous avons relancé de près de 10% la production industrielle dans notre pays. C'est une réalité, les chiffres sont là. C'est à la fois l'emploi et la production qui sont remontés dans notre produit intérieur brut. C'était le moment où j'ai déclenché les États généraux de l'industrie et où j'ai imposé des règles entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Vous savez que 90% de la production vient des PME. Ce ne sont pas les grands groupes nationaux. Le problème, c'est que pendant près de 10 ans, les grands groupes nationaux n'ont plus passé commande à un rythme suffisant aux équipementiers, aux PME françaises tournées vers l'innovation et vers la recherche, mais plutôt vers celles qui s'étaient délocalisées. Ils ne jouaient donc pas la solidarité, le patriotisme économique français. En imposant ces comités de filière... Le patriotisme économique, ça se décrète? Ou est-ce que c'est produire le meilleur produit, le moins cher, celui qui va être désiré, qui va être évident? Est-ce que c'est pas la carte d'identité qui compte? Mais c'est produire le meilleur. Oui, c'est la carte d'identité. La carte d'identité d'un produit, ça compte. Voilà pourquoi nous réclamons notamment le label Origine. Et le label Origine, c'est quoi? Origine France Garantie, c'est ce qu'a vanté le président Sarkozy aujourd'hui, après le rapport d'Yves Gégaud que vous aviez commandé. Que j'avais commandé. Le premier rapport. J'avais demandé à Yves Gégaud de me faire un rapport et qui démontre que lorsque nous affichons, c'est ce que font les Américains, dans les vitrines, la part de composants qu'il y a dans un produit. Parce que regardez une Renault, par exemple. On nous dit elle est assemblée en France. Oui, mais la plupart des Renault qui sont assemblés en France, il n'y en a d'ailleurs que 25%, vous avez 35 à 40% seulement de composants qui sont fabriqués par des équipementiers et des PME françaises. C'est inacceptable. PSA est beaucoup plus exemplaire. Ils produisent près de 50% des Peugeot et des Citroën en France, et vous avez près de 60% des composants qui viennent de PME françaises. Les Allemands, sur les BMW, vous avez 65 à 70% des composants qui viennent des PME allemandes. Donc ce qui est possible en Allemagne... Sur les Porsche, c'est 85% qui viennent de Tchéquie ou d'autres pays. Donc ça dépend, hein. C'est pas si simple. En tout cas, chez BMW, ils sont exemplaires. Et permettez-moi de vous dire qu'à partir du moment où nous investissons 4 milliards d'euros de crédit impôt recherche dans notre pays, où nous sommes à la pointe de l'innovation, c'est pas normal qu'après qu'on ait financé un brevet avec l'argent du contribuable français, ce brevet puisse permettre de produire des produits à l'extérieur pour ensuite être assemblés en France. Et c'est là-dessus qu'il faut nous battre. Oui, mais est-ce que... vous aurez des consommateurs Écoutez, moi français. j'étais traité comme un Che Guevara à l'époque. Quand vous étiez ministre de l'Industrie. J'étais un affreux protectionniste. Et lorsque je vois M. Bayrou, lorsque je vois M. Hollande, lorsque je vois Mme Le Pen qui ne cesse de dire « c'est formidable, il faut produire en France », etc., au moins le président Nicolas Sarkozy, qui m'avait demandé de lancer cette politique industrielle, qui, je vous le rappelle, lorsqu'il était ministre de l'économie, a sauvé du démantèlement un grand groupe comme Alstom. C'était les Européens qui nous demandaient ce démantèlement. C'est bien Nicolas Sarkozy qui a démontré le premier ce patriotisme industriel qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas cédé face à Siemens en Allemagne et on a résisté, on est resté un grand groupe, et dans l'industrie navale et dans l'industrie ferroviaire. Bon, je pense que nous n'avons pas de leçon à recevoir et qu'en plus, il ne propose rien à part faire de grandes incantations, là où nous disons, premièrement, une résolution parlementaire pour obtenir le feu vert de la Commission de Bruxelles de pouvoir mettre le label d'origine. Deuxièmement, dans la nouvelle gouvernance économique européenne, imposer des taxes aux frontières. Parce que, est-ce que vous pensez, Ruth Elkreef, justement, on parle beaucoup de l'Europe et de l'intégration européenne. Oui, mais je pose une question. C'est pas paradoxal de ne penser qu'à produire français? Oui, mais produire français, c'est produire européen. Oui, mais peut-être. Est-ce que ce sont les Européens qui sont en compétition avec nous? Vous savez bien que non. Vous savez bien que ce sont des produits qui viennent d'Asie, qui viennent de l'Est. Oui, mais ils sont européens. Non, beaucoup de pays hors de nos frontières européennes. Et je vous garantis, en tout cas, je pose la question, est-ce que vous pensez que si demain on met un terme
à l'acceptation de voir des produits importés à l'intérieur des frontières européennes, qui nous viennent de pays qui aujourd'hui produisent à bas coût, emploient de la main-d'œuvre venant des enfants, ne s'imposent pas les mêmes règles environnementales, fiscales et sociales que les nôtres. Vous êtes sur la ligne Montebourg, quoi. Imposer Vous une êtes sur la taxe ligne aux Montebourg et frontières Mélenchon. européennes. Non, c'est M. Montebourg et M. Mélenchon qui aujourd'hui emboîtent le pas de ce que je n'ai cessé de défendre lorsque j'étais ministre de l'Industrie. Donc vous êtes un protectionniste. Oh, vous savez, j'en parlais avec mon collègue Bruderl, le ministre de l'Industrie allemande de l'époque, et nous étions exactement sur la même longueur d'onde pour défendre la même position d'une taxation frontière européenne de ceux qui, à l'extérieur de nos régions, produisaient à bas coût et ne respectaient pas les mêmes règles sociales et environnementales que les nôtres. Et vous ne craignez pas du coup qu'on puisse soumettre nos propres produits, parce qu'on en exporte quand même quelques-uns malgré tout, à ces règles de taxation à d'autres frontières? Quand on pense aux produits de luxe qui sont extrêmement bien reçus et achetés en Asie, par exemple. Vous savez pourquoi ils sont bien reçus? Oui, ils sont bien reçus parce qu'ils sont fabriqués en France. Est-ce que vous pensez qu'en Chine, on achèterait un sac Dior ou un sac LVMH ou un sac Vuitton si le Chinois qui va acheter un sac à Shanghai savait qu'il était fabriqué en Chine? Il ne l'achèterait pas. Il l'achète parce qu'il sait qu'il est fabriqué en France et qu'aux yeux de beaucoup d'étrangers, être français, être un produit français, c'est un signe de qualité. Apparemment, le Crédoc affirme que ça compte pour les Français, mais pas pour les étrangers. Et ça, c'est peut-être un problème, parce qu'on parle du luxe, c'est quand même une niche, c'est quand même... Bon. Il y a 10 ans, 34% des Français disaient préférer un produit qui coûtait moins cher, un produit français, un produit qui coûtait moins cher. Il y a 4 ans de cela, ils étaient 51%. Aujourd'hui, ils sont 72%. On sent bien qu'avec la crise, avec un petit écart de prix, les Français préfèrent privilégier l'emploi en France. Et qui plus est, ils ont compris une chose, les Français, c'est que si, grâce à une relance de la production industrielle de notre pays, nous qui sommes un grand pays de production et d'innovation issu de la politique du général de Gaulle, de Georges Pompidou, auquel nous devons la politique électronucléaire, ferroviaire. Oui, mais attendez, permettez-moi de vous dire que s'il n'y avait pas eu 30 ans de lâcheté de gouvernements de gauche comme de droite, qui avaient expliqué aux jeunes générations que l'avenir, c'était les services, c'était la politique de finance, c'est la politique de l'économie virtuelle. Oui, mais une industrie de services qui produit des services, je préfère une industrie de services innovée en France que être simplement engagé dans une politique de services avec une industrie de services qu'on achètera à l'extérieur. Voilà pourquoi ça compte aussi de produire dans l'industrie de services. On va parler aussi de la politique plus politicienne, parce que vous faites partie d'une famille politique qui vit quelques agitations ces derniers jours. D'abord, je sais pas, l'échange entre Rachida Dati et François Fillon, qui est assez violent. Est-ce que, quand vous voyez les répliques à Rachida Dati aujourd'hui, Nadine Morano qui voudrait l'exiler en Saône-et-Loire, ou bien Laurent Wauquiez qui part de la suspendre de l'UMP, ou bien Bernard Debré qui la trouve enfant gâté, vous vous associez à ce genre de réflexion? Vous pensez qu'ils ont raison? Bien sûr qu'ils ont raison, si ce n'est qu'il faut toujours, dans une famille politique, essayer de rester rassembleur ouvert. Et c'est celui qui, en tout cas, ne joue pas le jeu du rassemblement qui se marginalise tout seul. Dans cette affaire, j'estime que Rachida Dati a un comportement inqualifiable à l'égard du Premier ministre. Nous sommes en pleine crise. Le président de la République a besoin de s'appuyer sur son Premier ministre et sur le gouvernement. Le Premier ministre a toute légitimité pour se présenter aux législatives, là où il en exprime le choix, et dans une circonscription parisienne qui n'appartient à personne. Et revendiquer qu'on appartient à la famille de l'UMP, et en même temps, aux yeux de tous les Français, de tous ceux qui soutiennent notre politique, essayer de déstabiliser le Premier ministre de cette manière est inacceptable. Moi, j'attends simplement des instances de l'UMP à un moment de dire les choses, tout simplement. Vous dites à Jean-François Copé, il faut la suspendre, il faut l'exclure, il faut... Enfin, je pense qu'on ne peut pas en rester là, et que nous disions tous d'un commun accord, à l'unisson,
laissons le Premier ministre travailler, il a sa légitimité, il sera candidat aux législatives dans cette circonscription et toute notre famille politique est unie derrière lui et Madame Rachida Dati ne fait que se mettre toute seule en dehors de notre famille politique. Dominique de Villepin dit qu'il ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et que l'esprit de ralliement ne fait pas partie de son logiciel, de sa manière de penser. Vous espérez quand même qu'il se rallie ? J'avais connu jusque-là l'homme des 100 jours, maintenant on connaît l'homme sans vergogne. Car franchement, se réclamer du gaullisme, et je m'en réclame personnellement, et se comporter comme tel dans un moment de crise où nous avons besoin d'être unis et soudés pour faire face aux épreuves, eh bien, c'est un comportement qui n'est pas très digne de la part d'un ancien Premier ministre. Vous pensez qu'il y a un risque de 21 avril à l'envers devant Nicolas Sarkozy Je ne suis pas pessimiste en ce sens. J'estime simplement que le président sortant, qui a montré qu'il était un grand capitaine à la barre, dont chacun au plan international a reconnu le leadership, y compris le président américain Barack Obama, qui a su, lors du dernier G20... Donc pas de problème pour Nicolas Sarkozy, pour vous, malgré les sondages, malgré la situation. Je n'ai aucune inquiétude. Je ne fais jamais d'excès de pessimisme quand les sondages sont en bas. Je ne fais pas d'excès d'optimisme lorsqu'ils montent. Nous sommes dans une période où le président doit présider, ne pas être candidat. Les Français attendent de sa part qu'il dirige le plus tard possible. Et en même temps, j'ai confiance parce que le moment venu, et parce qu'il aura préservé les Français comme il a fait jusqu'à présent, de grandes difficultés sociales, parce qu'il aura préservé nos prestations sociales, parce qu'il aura préservé en même temps la compétitivité de nos entreprises, je pense que ces mérites lui seront reconnus. Est-ce qu'attaquer la personnalité de François Hollande, c'est la meilleure manière pour vous? Parce que bon, il a un peu baissé dans les sondages, mais il reste très haut. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la meilleure manière? Ça n'est pas l'attaquer que de dire simplement qu'il a une personnalité qui démontre tous les jours son manque d'expérience. Lorsque je vois ces propositions qui consistent à dire, alors qu'on s'est mis d'accord à 26 pour sauver l'euro, pour sauver l'unité de l'Union européenne, pour prendre des mesures pour une vraie gouvernance économique. Si je suis président de la République demain, je remettrai en cause, à moi tout seul, face à 25 autres pays européens, l'ensemble de ces accords. Ça, c'est une inexpérience. Il le fera comment? Il le négociera avec les 25 autres de la même manière qu'il a négocié avec les Verts. Ça nous promet de beaux jours pour l'avenir de la France. Je pense que tout ça le décrédibilise aux yeux des Français et tout cela ne peut que renforcer la confiance que les Français portent en Nicolas Sarkozy. J'ai une toute dernière question pour quelques secondes. Est-ce que vous étiez ministre de l'Industrie? Areva, c'était un fiasco annoncé? Areva, c'est en quelque sorte le plan social du Parti socialiste, parce que 1200 emplois supprimés en Allemagne, c'est quoi? C'est l'Allemagne qui décide d'arrêter sa politique de nucléaire civil, qui décide de faire fonctionner des centrales à charbon. Et en même temps, on voit ce que ça fait perdre comme emploi industriel à Areva en Allemagne. Eh bien, ce que nous promet François Hollande, c'est de faire perdre à Areva autant d'emplois en France que ce que l'Allemagne en fait perdre à Areva dans sa politique en matière énergétique. Merci Christian Estrosi d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous après le journal de Jean-Rémy Baudot. C'est notre face-à-face du mardi soir. Malek Bouti, le socialiste, Guillaume Pelletier, l'UMP. A tout de suite.